Super, ben, je vous propose qu'on démarre. Il est 9 heures. Les connexions continuent tranquillement. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a pas mal que j'ai reconnus dans les participants qui sont connectés, ils se reconnaîtront. Donc bonjour et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien sûr à nos deux intervenants, Dominique Greiner, directeur général du groupe Bayard, et Nicolas Glady, directeur général du pôle Léonard de Vinci, qui se présenteront dans quelques instants. Un temps pour mieux comprendre les apports du modèle de la société à mission dans les secteurs essentiels de l'information et de l'éducation. Donc l'information et l'éducation occupent en effet une place singulière dans nos sociétés. Loin de se limiter à des services marchands, ces secteurs sont des leviers puissants qui façonnent notre récit collectif et influencent les choix des citoyens. Aujourd'hui, dans un monde confronté à des défis environnementaux, sociaux et économiques majeurs, le groupe Bayard et le pôle Léonard de Vinci ont choisi de se doter de la qualité de société à mission et viennent grossir les rangs des 2000 sociétés à mission françaises. Pourquoi ce choix? Quelles valeurs les dirigeants de Bayard et de Léonard de Vinci perçoivent-ils dans l'adoption d'une mission? Autant de questions que nous aborderons ensemble. Et quelques points logistiques. Pour votre bonne information, ce webinaire est enregistré et nous réserverons, comme d'habitude, un temps pour les questions en fin de présentation. Donc, n'hésitez surtout pas à les inscrire dans le chat et on les regroupera par thématique sur les 15-10 dernières minutes que nous aurons ensemble. Peut-être aussi quelques mots sur Nova Vista pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Nova Vista est un cabinet de conseil que j'ai créé il y a plus de 15 ans, qui est dédié aux stratégies de responsabilité sur les deux focales, utilité et soutenabilité. Nova Vista est bien sûr société à mission depuis 2020. Et puis, comme nous sommes tombés dans la marmite il y a un certain temps, puisque nous avons découvert les travaux des mines ParisTech en 2015 à travers la société objet social étendu, je suis cofondatrice de la communauté des entreprises à mission en 2018 et aujourd'hui administratrice. Peut-être aussi un petit mot sur pourquoi on a souhaité organiser ce webinaire. Vous avez peut-être entendu parler des États généraux de l'information, un événement orchestré. Ah, il y a un micro là qui est. Tout va bien, il s'est reconnecté. Donc, un événement qui a été coordonné par le ministère de la Culture, qui s'est déroulé sur l'hiver 2023 et tout le premier semestre 2024. Et ce qui a piqué notre curiosité, c'est que parmi les recommandations de ces États généraux, j'en profite d'ailleurs pour dire que le président du directoire du groupe Bayard présidait l'un des groupes de travail sur la citoyenneté, l'information et la démocratie. Et donc, dans l'une des 15 propositions des 4000 personnes mobilisées, il y avait étendre la qualité de société à mission aux entreprises d'information. Parce que les contributeurs de ces réflexions ont estimé que le modèle de la société à mission était une opportunité pour ancrer l'accès à l'information pour tous, une vraie éthique de la discussion, la place accordée à l'enjeu du vivant et la volonté de développer l'esprit critique. Un autre point également qui nous a semblé intéressant, et évidemment vous êtes tous immergés sur ces sujets, c'est que l'information et l'éducation sont deux secteurs confrontés à des défis extrêmement nombreux qui bousculent leur modèle. Certains défis d'ailleurs se recoupent entre ces deux secteurs, la désinformation et la vérification, l'évolution des modèles économiques, l'accessibilité et l'inclusion. Et puis, un dernier enjeu que l'on vit tous aujourd'hui, à savoir la transformation numérique et l'intelligence artificielle, qui transforment radicalement notre rapport à l'information et à l'éducation. Donc, on en vient aujourd'hui à cet échange de ce jour. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir avec nous Dominique Greiner et Nicolas Glady. Donc, peut-être, cher Dominique, pourriez-vous vous présenter brièvement et nous partager quelques clés pour comprendre votre parcours? Voilà, bonjour à chacun, chacune. Voilà, Dominique Greiner, au directoire depuis 1 an et demi.
Alors moi, je suis d'abord, j'y suis au titre de religieux. Voilà, je suis d'abord religieux prêtre, voilà, assomptionniste. En fait, ce sont ceux qui ont fondé Bayard et qui en sont les actionnaires uniques encore aujourd'hui. Ouais, comme c'est une sorte, on va dire ça, définir comme une société familiale. Et donc, pour garder le contrôle, il y a quelques postes réservés dans l'entreprise. Donc, moi, je suis là depuis 1 an et demi à cette responsabilité et j'ai été 14 ans auparavant dans une fonction de journaliste dans le groupe, voilà, à la rédaction en chef de La Croix. Et auparavant, j'ai été au conseil de surveillance de l'entreprise, donc je la connais depuis longtemps. Et moi, je suis de formation économique. Voilà, je suis docteur en économie et docteur en théologie. Et j'ai longtemps enseigné à la Cato de Lille, voilà, sur les aspects voilà, d'économie, plutôt d'économie publique et la santé. Voilà. Et puis, je continue à enseigner aujourd'hui la théologie à la Cato de Paris. Merci beaucoup, Dominique. Nicolas, je crois que d'ailleurs vos chemins se sont croisés avec Dominique. Est-ce que vous pourriez également nous dire quelques mots sur votre parcours? Alors moi, c'est un autre sacerdoce qui m'a orienté, hein, puisque je suis dans une carrière plus académique, mais comme vous le voyez, d'ailleurs, les deux se rejoignent quelque part, effectivement. Euh, j'ai fait, euh, Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, puis une école de commerce et un doctorat à la Catholic University Leuven, d'ailleurs, en Belgique, d'économétrie. Et puis, j'ai été professeur et puis directeur général adjoint à l'ESSEC, qui a été effectivement fondé par la Catho de Paris. Et puis, peut-être que tout ça est lié, hein, je ne sais pas, je ne fais que identifier certains points communs. Et puis, j'ai été directeur de Télécom Paris. À l'époque, d'ailleurs, je me suis directement inscrit dans une logique de société à mission. Télécom Paris est un établissement de service public, donc ne peut pas être société à mission, mais puisque le ministre de tutelle de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, était la ministre qui portait la loi Pacte, en fait, on s'est inscrit dans la même logique et donc on a inscrit une mission dans notre règlement intérieur. On a mis en place un comité de mission, des indicateurs de mission et un processus d'évaluation de ces indicateurs de mission. Donc on était un peu dans la même logique. Et je suis donc le directeur général du pôle Léonard de Vinci depuis le 1er septembre et le pôle Léonard de Vinci est passé société à mission depuis le 2 octobre. Merci beaucoup, Nicolas, merci beaucoup à tous les deux. Vous l'avez compris, c'est aussi vos différences qui vont faire la richesse de cet échange. Quelques points clés pour ceux qui nous écoutent. Ce qui fait la différence aussi, c'est l'âge des deux entreprises que vous représentez. 152 ans pour Bayard, qui a été créé en 1873, et 30 ans pour le pôle, même sous une forme différente qui existe depuis 1995. Les chiffres d'affaires respectifs, donc environ 340 millions d'euros pour le groupe Bayard et 100 millions d'euros pour le pôle. Le type d'actionnariat, Dominique en a un peu parlé, Bayard est une SAS détenue à 100% par une congrégation religieuse, les Augustins de l'Assomption, ce qui en font un espèce d'ovni, donc un patrimoine stable car incessible. Quant au pôle Léonard de Vinci, au départ association, ensuite SAS détenue par les deux repreneurs, Pascal Brouet et Nelly Rourès. Aujourd'hui, c'est le groupe d'enseignement supérieur AD Éducation qui a repris le pôle, qui est un groupe d'enseignement supérieur qui détient 21 établissements dans 9 pays. D'ailleurs, le directeur général Martin Coria d'AD Éducation a participé, je crois, à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, sur les nouveaux imaginaires l'année dernière. Et enfin, ce qui vous rassemble, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, les mutations très nombreuses de vos secteurs respectifs, et bien sûr, l'adoption de la qualité de société à mission, même si ça date d'un peu plus de 2 ans pour le groupe Bayard et que c'est beaucoup plus récent pour le pôle Léonard de Vinci. Alors, ce qu'on voulait vous proposer à tous qui nous écoutaient, en fait, c'est d'entendre les témoignages de Dominique et Nicolas autour de 4 grandes questions. On espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. La première question étant plutôt sur la genèse. Pourquoi les dirigeants de l'organisation et du collectif se sont intéressés, se sont saisis de ce modèle de la qualité de société à mission? Au regard de la construction de la mission, à savoir la raison d'être et les objectifs statutaires, en quoi ça fait écho avec les enjeux de ces deux organisations? Un troisième point sur la gouvernance de la mission, comment elle s'installe, comment s'installe-t-elle, pardon, qu'est-ce que ça fait bouger? Et enfin, quels sont les premiers effets constatés
dans la trajectoire, la mise en mouvement autour de la mission de l'organisation. On sait que pour le pôle Léonard de Vinci, les choses sont beaucoup plus récentes, mais peut-être Nicolas pourra témoigner de certains premiers éléments. Avant de démarrer sur la première question, je ne ferai pas l'affront à la cinquantaine de personnes qui sont connectées de rappeler ce que c'est qu'une société à mission. Vous le savez évidemment tous. C'est un collectif qui choisit de se doter d'une raison d'être et d'objectifs inscrits dans les statuts, qui explicite une identité et des choix singuliers, une gouvernance ad hoc à travers le comité de mission, et bien sûr un système de contrôle qui protège et préserve l'exigence du modèle. Donc, on peut rentrer peut-être directement sur notre première question, donc sur la genèse, en démarrant avec Dominique. Dominique, finalement, pourquoi les dirigeants du groupe se sont saisis de ce modèle, sachant que vous aviez une mission préexistante dans vos statuts, mais pas du tout au sens de la loi Pacte? Je crois que c'est vrai que le mot mission, il est déjà dans les statuts, voilà, avant la révision. Il y a des statuts qui datent de 85-86 et où on a fait le choix, enfin les dirigeants ont fait le choix à l'époque de passer en société à directoire et conseil de surveillance. Et ça me semble important parce que c'est des choses importantes pour la gouvernance. Et dans ces statuts de 86, il y a le mot mission qui apparaît. Et donc, voilà, comme c'est une congrégation religieuse voilà, qui possède le groupe, il y a aussi une mission au sens voilà, je dirais, religieux du terme. Donc, on se sent enfin, redevable. En tout cas, il y a un projet qui n'est pas d'ordre économique, qui n'est pas d'ordre financier. Donc, il y a un projet social. Voilà, et cette mission, c'était de contribuer au dialogue entre l'Église et la société à travers les productions éditoriales. Donc, au moment de la loi Pacte, ce mot mission, il a fait un peu tilt dans la tête d'un certain nombre de dirigeants, dire tiens, bah, c'est peut-être l'occasion, voilà, 40 ans après, après une trentaine d'années après la rédaction des premiers statuts, voilà, de se remettre en route et de réfléchir davantage sur ce que c'est que ce mot mission et de profiter de l'opportunité de la loi Pacte voilà, pour l'inscrire dans les statuts d'une autre manière, un peu plus cohérente. Et donc, il y a tout un travail préalable qui s'est fait avec les salariés, mais aussi avec un certain nombre de parties prenantes. Voilà, il y a aussi les lecteurs qui ont été consultés. Il y a 1 millier de lecteurs qui ont été interrogés, voilà, des personnalités extérieures, essayer voilà, de dire finalement, dans des termes un peu contemporains, ce qu'il en est de la mission de Bayard et de sa raison d'être. Puis, en travaillant un peu sur les archives, je me suis amusé, il y a le premier numéro de La Croix, où La Croix quotidienne a été fondée en 1883, mais avant qu'elle soit quotidienne, c'était un mensuel, La Croix, la revue La Croix, et le premier mot de la revue, c'est la raison d'être de cette revue. Donc le mot raison d'être, enfin, il fait partie de nos gènes en tout cas. Donc mission et raison d'être, ce sont vraiment des choses qui consonnent avec cette histoire de Bayard. Bon, et puis ouais, essayer d'actualiser cette mission, voilà, dans une entreprise qui s'est beaucoup transformée, qui s'est beaucoup diversifiée dans ses titres et aussi dans ses salariés. Donc c'était aussi l'occasion, voilà, de ressaisir, voilà, ce que nous essayons de faire, voilà, et d'actualiser voilà, cette mission avec les nouveaux médias. Je pense qu'il y a vraiment ce travail de mise à jour voilà, qui était nécessaire. Une mise à jour qui intègre aussi une multiplicité de parties prenantes, c'est ce que je comprends dans la façon dont vous avez procédé. Nicolas, même question, contexte tout à fait différent. Est-ce que vous pouvez nous dire, enfin nous raconter la genèse de cet intérêt pour le modèle? Alors, la genèse, en fait, elle est liée un peu à ce que vous avez expliqué en introduction concernant le pôle. Pascal Breuil et Nelly Roures, qui est d'ailleurs parmi nous, donc j'en profite pour la saluer, avaient porté le développement du pôle pendant 10 ans environ et voulaient passer la main pour prendre une retraite bien méritée. Mais donc, il y avait la question, en fait, de la gouvernance de notre organisation et la pérennité, en fait, du modèle qu'on avait. Et donc, qui disait transmission, disait revente, et revente d'une organisation donc, qui devait changer de statut et qui devait devenir une entité qui pouvait être revendue. Seulement, on est dans un secteur très particulier, qui est celui de l'enseignement supérieur. Et
je pense que dans l'enseignement supérieur, il faut faire très attention à ce que la raison d'être soit toujours d'être au service de l'enseignement, de la recherche, du projet, euh, du projet éducatif de nos élèves, de nos étudiants, de nos apprenants. Et il y a fondamentalement, dans l'éducation, il y a fondamentalement un objet d'intérêt général. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement quand on réfléchit à l'éducation que réfléchir à la manière dont ça s'inscrit dans l'intérêt général. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est des belles déclarations, mais il fallait trouver une manière de s'assurer que eh bien, ces intentions, ces convictions s'inscrivent dans quelque chose en dur, de statutaire, qui permettent vraiment d'assurer que même si on est dans une logique de société anonyme classique à but lucratif, eh bien, ces objectifs d'intérêt généraux étaient vraiment inscrits dans notre façon de faire en dur. Et donc, pour ça, la société à mission est absolument la réponse très logique, hein, puisque en ayant dans nos statuts maintenant des engagements de mission qui sont statutaires et donc des indicateurs, des KPI qui pourront être bien sûr sur les questions d'intérêt général, transition sociale, transition environnementale, mais aussi des mesures de qualité d'enseignement, des mesures de qualité de la recherche qui étaient auditables et qui seront auditées, donc qui seraient aussi opposables. Ben, en fait, c'est une manière à la fois de s'assurer que la logique d'organisation respecte bien ces principes, et puis aussi, je vais le dire, hein, pour être très, très clair, de rassurer tout notre corps social, que ce soit nos élèves, bien sûr, comme ça, ils savent que nous avons des objectifs qui sont audités, qui ne sont pas que financiers, leurs parents, hein, qui souvent payent les formations, mais aussi en fait en interne, nos employés. Historiquement, on avait été un service public et puis une association loi 1901, et donc on passait dans un nouveau statut. On est dans un milieu où les employés, les salariés, les collaborateurs, et les enseignants-chercheurs en particulier, sont très attachés à l'intérêt général. Et donc, c'était une manière de dire à tout le monde et de le prouver que nous allions continuer à nous inscrire dans cette logique. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les deux. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est que dans les deux cas, et j'ai presque envie de dire dans les 2000 cas qui existent aujourd'hui en France, finalement, c'est comment préserver l'essentiel, avec des contextes très différents pour le groupe Bayard et Léonard de Vinci, mais c'est vraiment préserver l'essentiel et rendre lisibles des objectifs statutaires qui sont extrêmement identitaires et qui font la force et l'élan vital de l'organisation. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi une dimension projective dans un monde qui bouge très vite et qui embrasse des nouveaux enjeux. Alors, c'est peut-être plus le cas pour Bayard, donc avec une ouverture plus forte à des problématiques environnementales et sociales plus ouvertes. Donc, une dimension projective et exploratoire et une dimension très préservation de l'essentiel. Alors, ça nous fait une bonne transition peut-être avec la façon dont les missions ont été formulées, explicitées, constituées. Peut-être une précaution oratoire pour nos auditeurs de partager le fait que ce qui est intéressant aussi dans les sociétés à mission qui ont 4-5 ans, ce qui n'est pas encore le cas de Bayard et du pôle, Léonard de Vinci, c'est que parfois certaines ressentent le besoin de reprojeter la mission, de la retravailler. Et on commence à voir des sociétés à mission qui changent les statuts, non pas pour amoindrir, mais pour reprojeter la mission, la rendre plus juste, après au regard à l'épreuve du temps. Alors là aussi, peut-être même question, Dominique. Comment cette mission a-t-elle été formulée? Vous l'avez dit au départ, ça a été très collectif comme travail, mais elle s'articule aujourd'hui autour de 3 objectifs statutaires forts sur l'égalité des chances et l'accessibilité, sur l'empouvoirment vers un futur souhaitable et sur le lien social qui était déjà très présent dans votre ADN, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui sur l'articulation de cette mission?
Enfin, je crois pas la mission, enfin, les trois objectifs qui ont été retenus, hein, ils déclinent la dernière phrase de la raison d'être, voilà, bon, ça n'a pas été écrit de manière un peu poétique, Oui. voilà, et en se terminant par créons des liens fertiles. Donc, c'est vraiment la conviction, voilà, que dans une société où le tissu social est déchiré, voilà, les médias ont une responsabilité importante. Donc, voilà, on est au service du lien social. Donc c'est vraiment ça ce qui est en jeu, ce qui est au cœur de la raison d'être de Bayard. Voilà, de servir la communication d'une parole, de servir les liens. Donc voilà, d'être très à l'écoute de tout ce qui peut exister en termes d'innovation sociale, d'être voilà, en écoute voilà, de l'ensemble de la société chaque fois qu'il y a voilà, des liens, voilà, des relations qui essayent de s'inventer. Et les objectifs statutaires, bon, finalement, ils ne font que traduire ça dans trois directions, donc avec l'égalité des chances. Donc effectivement, si c'est un service public que de créer du lien, il faut que personne n'en soit exclu. Donc une accessibilité la plus grande possible de nos produits. Donc ça veut dire aussi de créer peut-être des produits pour des publics plus empêchés, plus éloignés de la culture dominante, de permettre à des publics voilà, plus défavorisés d'accéder quand même à la lecture ou voilà, d'accéder à nos produits. Donc, le deuxième point, c'est le lien, c'est l'ensemble de l'environnement, notre activité dans un secteur comme qui est très polluant. L'industrie de la presse, avec le papier, c'est une industrie très, très polluante. Donc, on estime qu'on a une responsabilité. Et c'est aussi le lien avec la nature, avec notre environnement qui est en jeu, et le lien avec le futur. Donc là, on est vraiment autour du lien. Et puis, voilà, et puis cette dimension aussi spirituelle dans le troisième objectif qui nous semble aussi déterminante, voilà, c'est aussi aider les personnes à se relier à elles-mêmes d'abord aussi, c'est fondamentalement ça, hein, dans toutes les transitions économiques, sociales, démographiques, technologiques qui déstabilisent les personnes, voilà, dans une société où les questions d'identité se posent, y compris dans la construction identitaire des plus jeunes. Voilà. Comment on est au service voilà, d'un lien un peu profond des personnes avec leurs racines, avec leur environnement, avec, voilà, y compris dans la dimension spirituelle, avec Dieu. Voilà. Moi, il me semble que voilà, c'est ça les objectifs statutaires qui ont été voilà, arrêtés voilà, pour illustrer, pour essayer d'incarner finalement la création de liens avec une sémantique qui est très relationnelle hein, Oui. dans la raison d'être, voilà, c'est accueillir, accompagner, aider chacun à se sentir relié, lien fertile. Voilà. C'est vraiment ça qui est au cœur. Et les médias, le travail médiatique est à ce service-là. Et ce qui est pas aussi évident que ça, parce que dans la crise aujourd'hui des médias, il n'est pas sûr que les médias fassent cela. Enfin, je pense qu'il y a des médias qui sont plus dans la destruction des liens ou qui sont pas dans la construction voilà, de liens, qui sont pas dans la construction relationnelle, au contraire, qui renforcent ou qui divisent davantage la société. Et donc, ça nous oblige, nous, à reprendre, à vraiment repenser la notion de média, voilà, la notion de média au service de la médiation, au service du lien. Et donc, c'est comme un peu contre-culturel aujourd'hui. Donc, enfin, on sent bien qu'on a quelque chose de spécifique à jouer. Bon, on reviendra sur les états généraux, mais je crois qu'il y a quelque chose qui se joue d'essentiel aujourd'hui en termes de mission publique. Merci. Et puis ça va être très intéressant de voir comment une ambition aussi haute se traduit ensuite dans les débats au sein de votre gouvernance comité de mission et puis également dans la dynamique de preuve et de mouvement des équipes. Vous nous parlerez tout à l'heure des chartes hein, qui ont été réalisées par chacun des titres. Mais sans plus attendre, Nicolas, de la même façon, qu'est-ce que vous pourriez nous partager sur la façon dont vos objectifs statutaires ont été structurés, puisque là, on a 4 objectifs statutaires qui sont très proches en fait de la promesse du pôle sur la formation tout au long de la vie, la proactivité dans la construction de son expertise et dans son partage, la diversité et l'ouverture. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur la façon dont c'est articulé et ensuite on verra dont c'est piloté. Alors, tout d'abord, sur la manière dont cette raison d'être et ces objectifs statutaires ont été construits, ça a vraiment été fait en co-construction. Je pense que c'est très, très important hein, que ce genre d'objet soit construit en particulier avec les salariés de l'organisation, parce que
moi, je dis toujours, la meilleure manière de s'assurer que les gens s'approprient quelque chose, c'est de les faire participer à la construction du dispositif. Et donc, il y a vraiment eu un travail de co-construction qui a duré plusieurs mois avec des ateliers, toute une série de consultations, un processus itératif. Et c'était très important parce que, en fait, le mot a été utilisé, il y a un côté identité très fort entre la raison d'être. C'est pas exactement la même chose, la raison d'être, l'identité et la mission, mais c'est quand même quelque chose qui était très important pour que les gens se reconnaissent en fait dans ce qu'on avait dit enfin, voilà, dans cette raison d'être qu'on voulait mettre en place. Ensuite, effectivement, ce qui était important pour nous, spécifique au pôle Léonard de Vinci par rapport à sa situation et par rapport à la trajectoire, c'était qu'on voulait affirmer et mettre dans le marbre des objectifs d'excellence académique, d'enseignement, de recherche, etc. Alors, je vais quand même revenir sur quelque chose que vous avez dit où je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, Mais quand vous dites que pour nous, les objectifs sociaux et environnementaux étaient peut-être moins importants, pas du tout. Euh, ah bah, j'ai dit une bêtise. Ouais, non, vous avez complètement raison. je tiens à insister là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'on avait un contexte spécifique à un moment T pour répondre à des enjeux de gouvernance. Mais en fait, j'ai envie de dire, alors, je ne me comparerai certainement pas à un projet millénaire, mais quand même, l'éducation est toujours dans le long terme. Et donc, quand nous, on fait quelque chose, quand on revoit nos programmes, le temps qu'on les mette, enfin, qu'on les revoie, ça met quelques années. Le temps qu'on le mette en place, ça met de nouveau du temps. Puis le temps que les étudiants bénéficient de tout ça, sortent, ça met 5 ans. Et puis l'impact que ça aura sur la société, ça mettra encore quelques années. Donc nous, dans l'éducation, on est toujours à plus de 10 ans. Et si on est à plus de 10 ans, le défi, ça sera la transition sociale et environnementale. Donc, il est quand même très important et il se trouve qu'on est en train de revoir une stratégie à l'aune de cette raison d'être et de ces objectifs statutaires. Et j'ai très clairement dit que ce qui devrait être réaffirmé dans la nouvelle stratégie, c'est justement la transition sociale et environnementale. Donc, je pense que c'est très, très important, mais effectivement, on a un côté spécifique. Ensuite, je pense que c'est aussi important de parler de la gouvernance du comité de mission, puisque dans notre cas, il y avait vraiment cette nécessité de preuve de répondre à ces engagements statutaires qui sont listés que vous voyez, donc l'enseignement de qualité, bien sûr adapté aux enjeux sociétaux et environnementaux, mais n'importe quel enseignement supérieur pourrait le dire. Renforcer en continu les expertises, c'est la recherche. N'importe quel enseignement supérieur qui fait de la recherche pourrait le dire. Viser l'excellence de ses recrutements et activités enrichies par la diversité. On est dans une grande école, la diversité c'est très important. À nouveau, c'est assez général en fait, hein. Mais ça nous permet de dire, si ça va sans dire, ça va mieux en le disant, et on s'y engage, et on va mettre des indicateurs, et ils seront audités, et c'est très important. Il y a quand même un point qui nous est spécifique au pôle, c'est le dernier, qui est cultiver la transversalité et l'ouverture interculturelle. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la marque de fabrique du pôle, puisque les grandes écoles, je dis toujours, les grandes écoles ont toujours été interdisciplinaires. C'est pour ça qu'on a créé des grandes écoles face aux universités qui étaient beaucoup plus disciplinaires, puisque la recherche est disciplinaire et que la manière dont les universités s'organisent sont vraiment par discipline. On sait que si on a besoin de gens qui dirigent des entreprises, des ingénieurs aussi typiquement, les écoles de management, les écoles de commerce, on a besoin de gens interdisciplinaires. Donc, au sein du groupe, on a une école de management, on a une école d'ingénieurs, on a une école d'industrie créative et digitale aussi très interdisciplinaire, on a un organisme de formation continue. Mais en fait, nous, on est interdisciplinaire au carré, puisqu'on fait travailler en plus ces écoles entre elles. Et ça, c'est vraiment très, très spécifique au pôle, et on voulait à nouveau affirmer cette spécificité dans nos objectifs statutaires. Et donc, on a créé un comité de mission. Alors, on y reviendra peut-être aussi, parce que j'en ai parlé en fait à d'autres dirigeantes. Il se trouve que les deux dirigeantes d'écoles que je connais qui sont sociétés à mission sont toutes les deux des femmes. Et donc, je leur avais demandé justement de me donner des conseils en la matière. Et très intéressant, ce qui avait été très intéressant, c'est qu'ils m'avaient dit, fais attention, ne fais pas un comité de mission trop large. Ah oui, merci. Voilà. Ne fais pas quelque chose avec une dizaine ou une quinzaine de personnes, ce qui était le cas de l'une d'entre elles qui me disait, elle l'avait un peu regretté, parce que c'est beaucoup moins constructif, parce que voilà, ça part un peu dans tous les sens, alors que si tu fais quelque chose d'assez concentré,
tu auras des contributions beaucoup plus intéressantes. Et alors, je vais commencer par Anne-Sophie Barthez, que vous voyez à droite de cette photo. Anne-Sophie Barthez a été DGCIP, donc a dirigé l'enseignement supérieur pour le ministère de l'enseignement supérieur pendant 5 ans en France. Donc elle connaissait parfaitement tous nos enjeux, et donc c'est vraiment pour moi un gage de, de qualité de notre comité d'avoir quelqu'un comme elle qui va vraiment pouvoir nous donner un avis sur est-ce que nous respectons nos engagements en la matière. Boris Valbaum a créé Article 1, donc la personne juste à côté d'Anne-Sophie, qui est vraiment l'association, ou l'une des toutes meilleures associations en matière de diversité et d'inclusion. Je passe à Yves Laszlo, qui est la troisième personne en partant de la droite, qui a dirigé l'enseignement et la recherche à l'École Polytechnique, à l'Institut Polytechnique de Paris et à l'École Normale. Donc, à nouveau, on voit qu'en matière d'excellence, on a quelqu'un qui pourra nous donner vraiment un avis. On a besoin d'un membre interne aussi. Alors, je suis sur la photo, il se trouve que je suis sur la photo, mais je ne suis pas membre du comité de mission. J'ai préféré avoir un comité de mission qui était vraiment détaché de la gouvernance exécutive. Et donc, on a Xiao Xiao, qui est professeur, qui a fait son doctorat au MIT et qui est directrice de notre Institute for Future Technologies, qui est vraiment très emblématique de la transversalité dont je parlais avant au pôle Léonard de Vinci, puisque ça mêle à la fois l'art, la technologie, l'interaction avec l'humain. C'est très, très intéressant et c'est très, très emblématique de ce qu'est le pôle Léonard de Vinci. Ensuite, on a Agnès Deller-Snyder, qui est alors sur la photo à gauche de moi, qui dirige une joint venture entre des très grandes entreprises comme Orange, Capgemini, etc., sur le Tech for Good et en particulier tout ce qui est care, donc Future for Care. La technologie était très importante au pôle Léonard de Vinci. Ça permet à nouveau de montrer comment la technologie répond à notre objectif d'intérêt général. Et elle est présidente du comité de mission. Elle a été élue par ses pairs au sein du comité de mission. Et puis finalement, Alexandre Monin, qui est philosophe et enseignant-chercheur et spécialiste de la réorientation écologique. Et donc, vous voyez qu'on voulait vraiment marquer le coup aussi sur la transition écologique. Il dirige des programmes, il intervient souvent dans les médias sur les questions de réorientation écologique. Donc, vous voyez qu'en fait, on a un comité de mission qui est concentré, mais sur plusieurs dimensions des engagements de mission. Et on a vraiment la chance d'avoir des personnes qui sont très, très emblématiques, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur nos différents engagements de mission. Merci beaucoup, Nicolas, sur ce focus sur la composition du comité de mission et le soin que vous avez mis dans le choix des profils. Peut-être juste un retour en arrière quand vous disiez sur la structure de la mission que les premiers objectifs statutaires vous semblaient assez génériques au regard de l'enseignement supérieur, sauf le dernier qui exprimait cette intention de transversalité très forte. Pour bien connaître les missions de Toulouse Business School, Grenoble École de Management et UM Lyon, votre structure de mission reste extrêmement singulière. Donc, à la lecture, on voit toujours ce qui rejaillit. Voilà, les trois autres missions dont on parle sont très, très différentes. Et puis, en rebond de ce que vous venez de nous expliquer sur votre comité de mission, ce qui est intéressant, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, c'est que le choix a été fait d'avoir l'exécutif en invité permanent et non pas en membre, et d'avoir donc 5 membres externes et un membre qui représente l'interne. D'autres choix différents sont faits dans d'autres organisations. Parfois, vous avez l'exécutif qui est membre permanent, au même titre que les membres externes. Voilà, et on peut aussi se poser la question, mais peut-être que vous pourrez nous en dire deux mots, mais de voir l'absence du groupe AD Éducation représenté, qui pose peut-être la question de plutôt créer des ponts entre cet organe de gouvernance très particulier qui est le comité de mission avec vos autres instances de gouvernance, parce que visiblement, vous avez fait le choix d'avoir un organe très spécialisé
Voilà, peut-être un mot là-dessus, Nicolas. Oui, oui. En fait, la première question qu'on a adressée lors de la première réunion du comité de mission, c'était qu'est-ce qu'un comité de mission, en particulier vis-à-vis du comité exécutif et vis-à-vis du conseil d'administration. C'est très important que chacun reste bien dans son rôle. Le comité de mission n'est pas un conseil d'administration, il n'est pas là pour encadrer, entre guillemets, le comité exécutif ou pour on va dire, me dire ce que je dois faire en tant que directeur général. Il n'est pas là non plus pour se substituer au comité exécutif, ça certainement pas. Pour moi, enfin, l'objectif qu'on voulait de ce comité de mission, c'était vraiment évaluer notre manière de mettre en œuvre notre mission par rapport à nos engagements de mission et nous rendre un avis critique, peut-être aussi nous proposer des bonnes idées, etc. Et comme il s'agissait d'un rôle d'évaluation, d'analyse critique, on est dans l'académique et dans l'académique, on a l'habitude du peer review, mais un peer review externe, souvent d'ailleurs anonyme, bon ici on l'a pas fait anonyme, et sans aucune concession, enfin, sans compromission. C'est très très important d'avoir un avis aussi franc et honnête et intègre que possible. Et donc, c'était vraiment l'idée, c'était d'avoir des gens qui étaient au-dessus de tout soupçon, entre guillemets, de collusion avec nous, de manière à avoir un avis qui soit le plus franc, le plus intègre possible, puisque, à nouveau, hein, nous, on était dans une situation, notre objectif, c'était vraiment de montrer qu'on voulait être les bons élèves en matière par exemple, de sélectivité, d'excellence académique, etc. Et donc, c'était très important de ne pas donner l'impression, enfin, de prouver, de pouvoir prouver que il n'était pas question de collusion entre le comité de mission et l'exécutif. Et donc, on voulait vraiment des gens qui étaient, je vais prendre le cas d'Anne-Sophie Barthez ou d'Yves Laszlo, ils n'ont rien à attendre de nous. Et donc, toute l'analyse, tous les rendus qu'ils vont nous faire et le feedback qu'ils vont nous faire sur ce qu'on fait sera absolument au-dessus de tout soupçon de collusion. Et c'est très important qu'on ait des gens comme ça qui soient capables d'avoir à la fois, voilà, ils ont la légitimité pour le faire et en même temps la carrure pour nous dire, bah voilà, peut-être que vous devriez réorienter les choses comme ça ou comme ça. Mais c'est très important parce que ça sera d'autant plus fort quand on aura montré qu'on fait les choses bien, puisqu'on aura des gens qui vraiment sont reconnus, légitimes et ont une autorité dans leur domaine. Très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, passons au comité de mission du groupe Bayard. Même question, Dominique. Vous avez un peu plus d'historique. Vous partez à 10 heures d'ailleurs en comité de mission avec le vôtre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la dynamique à l'œuvre avec une composition différente de celle du pôle? Enfin, en contraste avec la présentation qui vient d'être faite, moi je suis frappé finalement, nous on a fait le choix, enfin, il n'y a pas de gens du monde de la presse ou des médias, en tout cas dans les membres externes. Donc effectivement ça a été le désir, et en cohérence finalement avec une mission qui est tournée vers l'extérieur, vers la constitution du lien, de solliciter des gens, voilà, qui sont voilà, des parties prenantes de notre activité, mais un peu en extériorité. Enfin, vraiment, c'est à la fois, enfin, donc, des représentants voilà, de nos lecteurs clients, des représentants de la nature, entre guillemets, en tout cas, voilà, de l'environnement, des représentants des salariés. Enfin, et des gens et plusieurs, enfin des entreprises vraiment très 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 différentes qui sont sollicitées. Là, je vois par exemple Benjamin Allegrini qui est naturaliste, voilà, comme représentant de la nature avec son entreprise Païgène aussi, qui est une entreprise à mission. Voilà, du côté Muriel Barnéou qui est directrice, enfin qui est présidente du comité de mission, voilà, qui est très engagée aussi dans tout ce qui était maison de retraite, voilà, donc une qualité de lien aussi. Enfin, donc on a vraiment fait le choix dans la structuration dans la composition en interne et en externe, d'essayer
d'avoir un panel finalement de nos parties prenantes. Et c'est vrai, il y a pas, il y a comme une journaliste avec la représentante du personnel du CE, un éditeur, mais le reste, effectivement, c'est des gens qui, voilà, qui nous obligent à sortir aussi un peu de notre logique purement média, édition, etc. Enfin, il y a quelque chose, j'en ai pris conscience en entendant la composition du pôle. Et l'objectif, voilà, du comité de mission, bah, c'est à la fois un pôle de réflexion, c'est un lieu de recommandation et surtout de contrôle de cohérence. Voilà, et c'est vrai que les interpellations voilà, sont parfois assez fortes voilà, sur un certain nombre de projets que nous pouvons avoir. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, déjà dans un secteur bah, qui est très polluant. Voilà, l'industrie papier, et puis bon, l'édition, le monde de l'édition et du livre, c'est aussi beaucoup de gâches, hein, c'est beaucoup de rebuts voilà. Donc on a des problématiques un peu de fond environnemental assez marquées. Et puis sur la question bah, du lien, comment construire le lien, voilà, et quels sont les types de publics auxquels nous réussissons à nous adresser, ceux que voilà finalement que nous n'arrivons pas à rejoindre. Donc, voilà, en tout cas, il y a cette interpellation qui est portée par les membres du comité de mission et qui se réunit donc 3 fois par an. Et puis, voilà, il n'y a pas de. Voilà, moi, j'accompagne le comité de mission, mais j'en suis pas membre. Donc, c'est comme pour le pôle, il n'y a pas les membres, les membres exécutifs ne font pas partie du comité de mission. Mais voilà, en tout cas, j'accompagne ce comité et je participe à ces rencontres. Vous nous disiez, Dominique, lors de la préparation, que commence à se poser la question, qui se pose Ouais. d'ailleurs dans toutes les sociétés à mission, de la création de passerelles peut-être plus physiques entre le comité de mission et les autres instances. Certains, par exemple, proposent au président du comité de mission d'intervenir 1 à 2 fois par an en conseil d'administration. D'autres proposent de ritualiser la présentation du rapport de mission par le président du comité de mission en assemblée générale. Enfin voilà, vous comment vous vivez les choses chez Bayard là-dessus? Alors voilà, on est encore en train d'apprendre. Je me souviens avoir interpellé justement le président du conseil de surveillance il y a quelques mois, voilà, puisqu'en fait c'est quand même eux c'est le conseil de surveillance qui a entériné, enfin qui a décidé du changement de statut. Je dis à un moment donné, il faut qu'ils assument jusqu'au bout les décisions qu'ils ont prises. Je dis, ce serait quand même intéressant, voilà, que le comité de mission, en tout cas, voilà, que le travail soit restitué. Et moi, en allant plus loin, en me posant la question de savoir comment aujourd'hui Pourquoi on n'entend cette plus mission. Dominique là? Je suis pourtant là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, 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 ça y est, Nathalie pardon, Ah Ollier, bon, excusez-nous. ça va. il faudrait fermer le micro de Nathalie Ollier. Ah, ouais. Et donc, voilà, la question que je posais, c'était de savoir voilà, dans quelle mesure, finalement, le comité de mission voilà, bon, devait être entendu ou représenté également dans le conseil de surveillance. En tout cas, au moins poser la question de manière un peu provocante. Voilà, si la mission, enfin, c'est vraiment ce qui définit le projet Bayard, il y a bien un moment où dans les instances, voilà, dans les instances suprêmes, en fait, on doit pouvoir entendre ça. Alors, voilà, c'est en train de se travailler. Je sais que le président du conseil de surveillance a rencontré la semaine dernière, il y a 15 jours, la présidente du comité de mission. Voilà, essayer de réfléchir au type d'articulation. Je sais que l'année dernière, bon, on a aussi des comités informels hein, où les membres du conseil de surveillance peuvent rencontrer voilà, d'autres membres. Et la semaine dernière, voilà, les membres du conseil de surveillance, mais pas dans le conseil de surveillance, mais simplement les membres, à titre personnel, finalement, je leur ai présenté le rapport de mission, voilà, où on en était. Le premier rapport donc, est sorti là, il y a quelques semaines. Voilà, je leur ai présenté la semaine dernière ce travail. Donc, voilà, il y a un travail d'inculturation aussi. Bon, parce que les conseils évoluent, donc tout le monde n'est pas nécessairement au courant de tout l'historique qu'il y a eu, tout le travail. Donc il faut actualiser ça. Et aujourd'hui, on est dans ce travail de pédagogie. Donc voilà, je ne sais pas du tout, enfin, on ne sait pas encore comment ça va travailler la gouvernance. En tout cas, j'ai posé la question et c'est en train de se réfléchir. Voilà, demain, comment le comité de mission voilà, est entendu et éventuellement représenté dans les instances, voilà, dans un conseil de surveillance. Question. Merci, J'ai pas la réponse.
Merci beaucoup Dominique. C'est vraiment intéressant que vous partagiez ça avec ceux qui nous écoutent parce qu'en effet, chaque société à mission invente. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle partage beaucoup. La question de la gouvernance est un élément clé. Aujourd'hui, il y a quelques bonnes pratiques qui commencent à émerger, mais l'essentiel est que cela convienne à l'organisation en elle-même. Et une petite précision également, c'est que pour ceux qui connaissent moins bien le modèle, derrière une mission statutaire, vous avez évidemment une feuille de route opérationnelle inscrite dans les feuilles de route de l'organisation en elle-même. Et c'est vrai que c'est un support de travail pour les comités de mission. Oui, parce que Alors, je peux me oui, permettre, c'est vrai qu'on a parlé des objectifs statutaires, hein, oui, effectivement, qui sont très généraux du oui, côté du pôle ou chez nous. Et effectivement qu'après, il y a des objectifs très opérationnels, voilà, un certain nombre d'opérations très concrètes, et c'est ça qui constitue le rapport de mission, et c'est là-dessus qu'on a évalué, puisque le statut voilà, d'entreprise à mission est révocable, hein, si finalement nous ne sommes pas au rendez-vous voilà, de nos engagements. Donc c'est vrai que voilà, pour Bayard, je sais pas, c'est pratiquement une trentaine de projets que nous avons identifiés pour incarner les 3 objectifs socio-environnementaux qui sont les nôtres. exactement. Merci pour cette précision, Dominique. Ça nous fait peut-être une bonne transition. Donc là, on va essayer d'être plus court pour se garder 10 minutes de. On a des questions dans le fil, Louise? Ouais, Oui. pas pour tout de suite, mais Mmh. ouais, on en aura. Donc on va peut-être essayer d'être un peu plus court, mais justement, Dominique, gardez la parole sur ce point. On en avait un peu discuté lors de nos échanges préparatoires. Qu'est-ce que vous voyez, voilà, comme bouger au sein de l'organisation, tant dans la culture, dans l'organisation, dans les interactions que vous avez avec votre écosystème? Mmh. Qu'est-ce que c'est en train de faire bouger? Alors pour l'instant, je crois que l'urgence pour nous, c'est aussi un travail de pédagogie interne. Voilà, l'entreprise évolue vite, donc il faut qu'on voilà, qu'on fasse de la pédagogie sur la mission et sur ce qu'il y a derrière. Et donc, la première chose qu'on a essayé de faire, à la demande du conseil de surveillance, c'est la réécriture des chartes éditoriales. Donc, une charte éditoriale, finalement, c'est l'ADN de chaque titre. Voilà, des textes qui durent un peu et qui dit le projet fondamental de chacun de nos titres. Et on a demandé à toutes les équipes rédactionnelles de reprendre, revisiter leur charte éditoriale en intégrant les 3 objectifs socio-environnementaux et en leur demandant finalement votre titre, voilà, comment il incarne, comment il est au service. Et donc c'est une manière pour chacun des titres voilà, de s'approprier la mission. Donc il y a un travail de pédagogie, enfin, j'ai accompagné plusieurs équipes là-dessus, voilà, donc de lire d'un peu près la raison d'être, de lire de près les objectifs socio-environnementaux et puis de se poser la question, voilà, nous comment dans notre revue, dans notre titre, voilà, dans nos choix éditoriaux, dans la manière de traiter l'actualité, nous sommes au service du lien tel que je l'ai présenté tout à l'heure. Donc là, c'est un premier travail. Et le deuxième, on le voit aussi à travers la composition du comité de mission. Je pense que c'est aussi, s'il y a des salariés du groupe, c'est aussi pour que ça diffuse. Donc, il faut qu'on travaille encore ça davantage. Et puis, la troisième, on s'est doté aussi d'un fonds de dotation et le fonds de dotation, voilà, qui essaye de travailler des partenariats, mais c'est aussi avec des salariés qui sont très impliqués là-dedans, et c'est aussi une manière très concrète d'impliquer voilà, les gens de l'entreprise voilà, dans l'expression de cette mission. Alors ça, voilà, on en est aussi à la première année, donc voilà, on est en train d'essayer on sent bien le besoin voilà, de faire connaître finalement la raison d'être et la mission. Voilà, et on sent qu'il y a encore une pédagogie à structurer pour que chacun voilà, s'approprie tout cela. Peut-être aussi, vous pourriez partager le fait que vous nous racontiez à quel point, enfin, en tout cas, c'était un ressenti de votre part que la mission était définitivement une fenêtre ouverte sur le monde et que ça commençait à s'incarner à travers des dynamiques de coopération plus Ouais. fortes. C'est bon, à la fois, on le voyait à travers la structuration de notre comité de mission, voilà, Ouais. qui est ouvert à un certain nombre de partenaires extérieurs. Et c'est vrai que, et c'est notamment dans les opérations que nous menons
voilà, pour incarner, voilà, par exemple, sur l'égalité des chances, etc., l'accès à la culture, l'accès à nos produits, bah, ça nous oblige à travailler avec des partenaires, voilà, que ce soit voilà, des partenaires liés à l'éducation nationale, que ce soit des associations voilà, qui sont en proximité avec des populations défavorisées. Donc, en fait, on est en train de développer tout un écosystème avec voilà, un monde associatif ou le monde de l'innovation sociale, du monde de l'entreprise sociale et solidaire. Donc, on est en train de, voilà, on sent bien qu'on a un écosystème qui est en train de s'élargir. Voilà, c'est vrai qu'on était quand même très centré sur l'école, on était très centré sur le monde catholique. Enfin, on avait des interlocuteurs privilégiés voilà, au quotidien, et que là, on a tout un réseau de relationnel qui est en train de se structurer, voilà, qui est complètement nouveau pour nous. Et c'est vrai que voilà, à la fois la mission et le fonds de dotation a élargi finalement voilà, notre cartographie Oui, finalement relationnelle. très intéressant. Merci Dominique. Nicolas, de votre côté, c'est peut-être comment dire, euh, l'historique est beaucoup plus court. Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur votre ressenti de ce que ça fait bouger, peut-être à ce stade, avant qu'on passe aux questions euh, de nos Alors, auditeurs? c'est très court, effectivement, mais d'abord, moi, j'ai fait un processus équivalent dans ma vie précédente, et donc je vois un peu ce que ça peut, la potentiel que ça nous donne. Dans ma vie précédente, le fait d'être entré dans une logique de société à mission avait vraiment orienté toute notre action. C'est ça qui avait orienté. C'était vraiment l'étoile du Nord, hein, la mission en fonction de laquelle on orientait notre stratégie, notre plan d'action stratégique, puis ensuite toutes les contraintes qu'on se mettait ou pas, les objectifs. On a mis en place une charte de relations entreprises en lien avec la mission, etc., etc. Et donc ça, c'est pareil ici. Donc là, maintenant qu'on a la mission, on a mis en place un processus de révision du plan d'action stratégique. On va revoir nos objectifs. Et donc ça veut dire aussi qu'on va redéfinir toute une série de choses très opérationnelles en conséquence de ça. Mais plus important que tout ça, hein, au final, pour moi, c'est un outil de mobilisation hors du commun. J'avais vu à Télécom Paris à quel point, j'ai même été surpris, hein, pour être très honnête, parce que moi, je fais beaucoup de transformations dans ma vie maintenant. Chaque fois, je dis toujours, c'est toujours la même chose, hein. En général, il y a 30% qui sont plutôt positifs avec la transformation, 30% des gens qui s'y opposent, et 40% qui s'en foutent un peu et qui, voilà, qui sont un peu indifférents. En fait, à Télécom Paris, j'avais vraiment vu que la mission avait mobilisé une très grande majorité des gens, au final, et même des gens qui au début étaient très dubitatifs avaient vu qu'en fait, enfin, ils finissaient par s'aligner très très fort. Et j'espère qu'au pôle d'honneur de Vinci, ça sera exactement la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à cette situation que je décris, où il y a des gens qui sont positifs, des gens qui se disent, bon, encore un truc du DG ou équivalent, et une grande partie des gens indifférents. J'espère vraiment que ça va être un outil de mobilisation très très large, très très massif auprès de toute notre communauté, parce qu'on est dans un secteur d'activité où on ne fait pas avancer les gens par la hiérarchie, on les fait avancer par le sens qu'on donne au projet qu'on met en place. Très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, qu'est-ce qu'on a, Louise, comme question? Peut-être les regrouper par thème si tu vois des Ouais. thématiques qui émergent. Alors, on a quelques questions. Je te les affiche. Alors, on les a en gros là. Alors, pour rebondir sur les pratiques pour associer les salariés à mission, quelles bonnes pratiques à partager sur l'embarquement des parties prenantes telles que clients, usagers ou prestataires? Donc là, c'est peut-être plutôt une question pour Dominique. Ensuite, les sociétés à mission sont-elles créées avant tout par les comités, conseils de surveillance, comité exécutif? Ah, là, c'est peut-être à quelqu'un qui est arrivé plus tard parce que Dominique et Nicolas ont dit exactement l'inverse, mais bon. Ou cette jeunesse peut-elle advenir du terrain? Ah, d'accord, ok, pardon. Ou cette jeunesse peut-elle advenir du terrain? Donc, ce n'est pas une question de formulation, c'est qui a poussé les choses, ok? Et comment assurez-vous que cet engagement ne se limite pas à une démarche de communication? Alors, peut-être, je ne sais pas ce que vous pouvez nous partager, Dominique, sur les bonnes pratiques pour embarquer. Là, on est plutôt sur un écosystème externe. Oui, enfin, moi, c'est à travers des actions, voilà, un certain nombre d'actions très concrètes qui embarquent nos titres. Je dis, voilà, faire
un des grands pôles d'activité, notamment dans l'accessibilité à la lecture et à la culture. Ça passe notamment par l'éducation aux médias. Et en fait, les journalistes sont tout à fait heureux de travailler, d'aller intervenir dans des écoles, etc. Donc, enfin, voilà. Et quand il y a des actions très concrètes et on sollicite finalement les salariés pour participer à ces actions, il y a une réponse très, très forte, hein. Il y a même voilà, il y a même des propositions. Les gens se mettent voilà, se rendre disponible pour ça. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, c'est à travers vraiment les actions très concrètes et les actions concrètes aussi, les gens les font remonter, par exemple, au fonds de dotation, on dit tiens, moi je suis en contact avec telle chose, ce serait intéressant qu'on travaille avec telle association ou telle entreprise sociale. Donc il y a vraiment cet aller-retour et cette proposition qui vient aussi de la base et c'est le rôle aussi bah, des instances de gouvernance de trancher voilà, dans les diverses propositions qui existent. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a enfin, en tout cas dans dans le monde du journalisme, il y a ça. Il y a aussi, parce qu'on essaie de monter, voilà, avec le fonds de dotation, sur du mécénat de compétences, où on voit aussi qu'on a des besoins, et il y a des salariés qui sont tout à fait partants pour ça. Donc pour nous, c'est voilà, aujourd'hui on en est là, hein, c'est vraiment, on est au tout début, hein, donc les pratiques, elles En fait, sont. ce que vous nous dites en synthèse, Dominique, c'est à travers des projets, des chantiers, des actions Ouais. extrêmement concrètes Mm. qu'on peut co-construire avec l'écosystème externe. Enedis, à Bercy, pour le baromètre des sociétés à mission hier matin, nous partageait le fait qu'ils avaient retravaillé l'ensemble de leur feuille de route Mm. Mm. opérationnelle avec tous leurs Mm. prestataires, feuille de route opérationnelle de mission, pour les embarquer dans la réflexion et dans la trajectoire. Mm. Mm. C'est vrai que c'est à partir du concret, en fait, que l'écosystème externe peut se l'approprier. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième question, Louise? Alors, je les affiche là. On en a une autre qui arrive entre-temps. Oui, donc là, peut-être une question pour tous les deux. Alors, je pense que le mot, c'est pas créer, mais en fait, l'intention, enfin, le fait que adopter cette qualité soit posé sur la table, est-ce que c'est poussé par des dirigeants ou est-ce que ça peut venir du terrain? Oh. En tout cas, de toute façon, à un moment donné, de toute façon, c'est une décision d'un conseil d'administration de faire Ah. évoluer les statuts. Donc, voilà, et il faut que il y a vraiment une volonté des dirigeants pour ça. Mais de fait, je pense que des salariés peuvent pousser dans ce sens-là, enfin, nourrir. Mais Ah. de fait, c'est quand même une décision voilà, qui vient des instances propriétaires de l'entreprise. Parce que c'est quand même, voilà, c'est aussi un certain nombre de contraintes hein, voilà, que l'on se donne, qu'on s'impose. Parce que là, il y avait une question de savoir si c'est pas une opération de communication en tout cas, voilà, il y a aussi des organismes qui viennent vérifier la cohérence finalement voilà, voilà, qui viennent vérifier qu'on remplit bien ce que nous avons proposé comme objectif. Donc ça peut pas être une opération de communication. Voilà, on est soumis à un contrôle externe. Là-dessus, pour moi, de nouveau, hein, c'est quel est l'objectif de ce qu'on cherche à faire exactement avec la société à mission. Et de là découle en fait la dynamique qu'on peut mettre en place. Certainement dans l'académique, mais je pense que c'est vrai pour Bayard aussi. En fait, on est dans un secteur d'activité où mobiliser notre écosystème est super important. On ne fait, enfin, un cas que les gens qui connaissent pas qui connaissent l'académique savent, qui est très très particulier, c'est que on ne fait rien contre les profs. Je compare souvent une école à une société de journalistes, par exemple. Hein, quand la gouvernance d'un journal s'oppose à ses journalistes, ça se passe mal. Je peux vous dire que quand la gouvernance d'une école s'oppose à ses profs, ça va pas bien fonctionner. Mais même, entre guillemets, nos clients, qui sont pas vraiment des clients, mais nos élèves, on doit travailler avec eux. On doit les embarquer, on doit les convaincre que ce qu'on essaie de leur apprendre, ça va dans le bon sens, que c'est dans leur intérêt, etc., etc. Les parents et les alumni aussi sont très, très importants dans les écosystèmes de nos établissements. Donc, en fait, notre capacité à mobiliser tout le monde pour leur dire voilà le projet qu'on propose, voici le sens que ça a pour vous, pour nous, pour toute la société, et on va y aller tous ensemble, c'est super important. Je pense que c'est important dans toutes les organisations, mais nous, on est certainement dans une organisation où on ne peut pas faire autrement que faire ça. Et en fait, donc, est-ce que la société, c'est ce que je disais un peu quand je disais, ouais, c'est le truc du DG, il y a toujours des gens qui se disent, quand on veut faire de la transformation, que c'est que de la com, j'ai entendu ça plein de fois dans ma vie, hein, c'est que de la com, etc.
D'où l'intérêt des KPI, des indicateurs de mission qui sont audités. Parce qu'effectivement, quand on essaie de faire quelque chose, très souvent, les gens disent que c'est de la com. Hein. Et puis après, si on prouve qu'on est en train de le faire, qu'on a un comité de gens indépendants, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, qui nous disent que ce qu'on fait, c'est bien et que ça va dans le bon sens, ou d'ailleurs qui nous disent que c'est pas bien, mais qu'en conséquence, on change la manière de faire et on va dans quelque chose qui est plus vertueux. Euh, Avec le temps, et c'est ce qui s'était passé à Télécom Paris, hein, c'est qu'au début, j'avais vu beaucoup de gens qui s'étaient un peu opposés au truc. Puis quand ils avaient vu qu'on était sincère, qu'on faisait les choses proprement, avec intégrité intellectuelle, rigueur, et qu'on faisait des choix en conséquence et qu'on s'empêchait de faire des choses en conséquence, ben, petit à petit, la mobilisation était d'autant plus large. Et on a fini par embarquer l'écrasante majorité de la population, que ce soit les profs, les élèves, etc. Donc, je pense qu'il va se passer exactement la même chose ici. Et donc, il y a une partie com, c'est sûr, il y a une partie de convaincre au sens de communication, mais c'est pour mobiliser. Et c'est vraiment ça qui est le plus important, c'est que le sens sert à mobiliser toutes nos parties prenantes. Merci beaucoup, Nicolas. Je vois qu'il est 10 heures, c'est extrêmement frustrant. En rebond de vos deux propos, moi, ce que je pourrais répondre à la personne qui a posé la question, c'est que le changement statutaire est trop structurant pour que ça ne soit pas un projet qui soit quand même très porté par les organes de direction, même si au départ, il y a un élan qui vient du terrain. Et puis, le système, enfin, le risque du greenwashing, c'est vrai qu'il y a un système de contrôle qui fait que même pour celles qui ont été pour ça, elles déchantent assez rapidement parce que voilà, c'est quand même très exigeant et engageant. Sachez qu'il y a quand même quelques dizaines de sociétés à mission chaque année. L'Observatoire est en train de faire un gros travail là-dessus, qui se désinscrivent au greffe. Donc ça montre bien que voilà, à partir du moment où on se rend compte dans quelle dynamique on rentre, pour celles à qui ça ne convient pas, eh ben, elles se retirent. C'est une extrême minorité, mais ça existe. Je vous invite, parce qu'il y a d'autres questions très intéressantes sur les secteurs précurseurs, etc. Je vous invite à prendre connaissance du 8e baromètre des sociétés à mission qui est sorti hier, donc avec beaucoup de chiffres. Et puis, ce qu'on fera aussi, parce que je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler avec Nicolas, mais en tout cas, Dominique était d'accord. Donc, Nicolas, vous êtes piégé. Mais que par correction, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, dans notre mail de remerciement, on vous fera une petite baille-fou là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Et on se concertera avec Dominique et Nicolas pour voir s'ils sont d'accord. Donc, pour moi, perso, j'ai passé un super moment. Frustrant, il est 10h02. Désolé pour ça, tous. Merci de nous avoir écoutés. Merci 1000 fois à Dominique et Nicolas. Je vous laisse peut-être à tous les deux à nouveau le mot de la fin, même s'il est très court. Dominique ou Nicolas? Oui, nous faire une grande opération, nous, ça a été une rationalisation de tout ce qu'on faisait déjà. Ça a été aussi ça, hein, Oui. voilà, l'entreprise à mission, ça a été de mettre à plat déjà tout ce que nous faisions pour donner plus de cohérence aussi, voilà, à nos engagements. Et donc aujourd'hui, on va être même dans le rétrécissement, donner voilà, plus de force à un certain nombre d'actions voilà, pour incarner nos objectifs. Merci, Dominique. Et moi, je suis ravi de m'inscrire dans le processus de société à mission parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais dire quelque chose d'énorme, mais moi, je pense que l'économie de marché est une bonne chose, mais qu'elle a bien besoin d'avoir des objectifs qui ne soient pas que financiers, qui soient aussi des objectifs de transition sociale et environnementale. Et je trouve que la société à mission est le dispositif parfait pour répondre à ce besoin de revoir en fait le modèle économique de nos sociétés. Liberté d'entreprendre et exigence sur les enjeux socio-environnementaux de demain. Merci encore 1000 fois à tous les deux, c'était un vrai plaisir et merci à tous ceux qui vous ont écoutés. Voilà, et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, merci, Au revoir. au revoir.